Vous avez acquis les bases pour créer et compiler vos premiers programmes en mode console. Ces programmes restent très simples pour l'instant, se contentant d'afficher des messages à l'écran. Cela est en grande partie dû au fait que vos programmes ne sont pas encore capables d'interagir avec l'utilisateur. C'est précisément ce que nous allons aborder dans le prochain chapitre. Cependant, avant d'aller plus loin, nous devons nous attaquer à un concept fondamental en informatique, les variables. Les variables permettent d'utiliser la mémoire de l'ordinateur pour stocker des informations afin de les récupérer et de les réutiliser ultérieurement. Pour illustrer cela, imaginez une calculatrice. Vous pouvez stocker un résultat intermédiaire en appuyant sur des touches comme M+, M-, MC, etc., etc., et pour le récupérer plus tard. Nous allons apprendre à faire la même chose avec votre ordinateur, qui n'est finalement qu'une machine à calculer sophistiquée. Je vous ai donné l'exemple de la mémoire d'une calculatrice car dans le domaine de l'informatique, le principe de base est similaire. Quelque part dans votre ordinateur, il existe des composants électroniques capables de stocker une valeur et de la maintenir pendant un certain laps de temps. La manière exacte dont tout cela fonctionne est très complexe. Toutefois, rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de comprendre en détail le fonctionnement interne pour pouvoir utiliser ces valeurs dans la mémoire de l'ordinateur. La partie compliquée est prise en charge par le compilateur et le système d'exploitation. Cela simplifie grandement les choses, n'est-ce pas? La seule chose que vous devez retenir, c'est que chaque variable correspond à une partie de la mémoire que l'ordinateur met à notre disposition pour y stocker des valeurs. Vous pouvez imaginer l'ordinateur comme possédant une grande mémoire avec des milliers, voire des milliards de petits tiroirs que nous pouvons utiliser pour nos variables. Dans une calculatrice basique, généralement, on peut stocker qu'un seul nombre à la fois, mais dans le cas d'un programme, il est nécessaire de conserver plusieurs données simultanément. Ainsi, il faut un moyen de distinguer ces différentes valeurs pour pouvoir y accéder. Et par la suite, chaque donnée est donc associée à un nom, agissant comme une étiquette collée sur le tiroir. Une autre distinction entre la calculatrice et l'ordinateur est que nous voudrions pouvoir stocker une variété de données telles que des nombres, des lettres, des phrases, des images, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le type de données d'une variable. On pourrait le comparer à la forme du tiroir. On n'utilise pas les mêmes tiroirs pour ranger des bouteilles et des livres. En C++, il existe des règles spécifiques concernant les noms de variables. Voici quelques-unes de ces règles. Les noms de variables peuvent contenir des lettres, des chiffres et des tirets bas. Le premier caractère doit être une lettre en majuscule ou en minuscule. Les accents ne sont pas autorisés. Les espaces ne sont pas autorisés dans les noms. Pour illustrer ces règles, voici quelques exemples de noms de variables valides. Âge 0, nom du 0, nom, nombre, tiré bas 0. En revanche, des noms comme âge 0 avec U accent aigu et tiré bas nom 0 ne sont pas valides. Une règle supplémentaire valable pour tout le langage C++ et pas seulement pour les valeurs est que C++ fait la distinction entre majuscules et minuscules. Cela signifie que les noms de variables comme nom 0
ou non zéro et non zéro, sont tous considérés comme différents. Il est recommandé d'utiliser des noms de variables qui reflètent clairement leur contenu afin d'améliorer la lisibilité du code. Par exemple, il vaut mieux choisir un nom de variable tel que âge utilisateur plutôt que le nom peu descriptif comme mavar ou variable 1, variable 1. Du point de vue du compilateur, le choix du nom de la variable n'a pas d'importance. Cependant, pour vous-même et pour d'autres personnes travaillant sur le même programme, la clarté des noms de variables est cruciale. Et personnellement, j'adhère à une convention largement utilisée par de nombreux développeurs. Dans les grands projets impliquant des milliers de programmeurs, il existe des règles strictes parfois difficiles à suivre. Cependant, les règles que je vous propose ici visent à maintenir une bonne lisibilité et surtout à vous aider à comprendre facilement tous les exemples présentés dans ce cours. Et selon cette convention, les noms de variables commencent par une minuscule. Si le nom se compose de plusieurs mots, ils sont joints les uns aux autres. Et chaque nouveau mot, à l'exception du premier, commence par une majuscule. Illustrons cela avec quelques exemples et prenons le cas d'une variable destinée à stocker l'âge de l'utilisateur du programme. Euh, âge utilisateur avec un U majuscule sur utilisateur incorrect car la première lettre est une majuscule. Âge tiré en vue, tiré bas utilisateur incorrect encore car les mots ne sont pas joints. Âge utilisateur incorrect car le deuxième mot ne commence pas par une majuscule et ma var incorrect car le nom de la variable n'est pas descriptif et finalement âge utilisateur correct. Je vous recommande vivement d'adopter cette convention et rendre votre code lisible et compréhensible par d'autres développeurs est vraiment crucial. Revenons-en à nos variables. Nous avons compris qu'une variable est caractérisée par un nom et un type. Maintenant que nous savons comment nommer nos variables, examinons les différents types qu'elles peuvent avoir. L'ordinateur a besoin de savoir ce qu'il stocke dans sa mémoire. Donc, nous devons préciser quel type de données la variable contiendra. S'agit-il d'un nombre, d'un mot, d'une lettre? Cela doit être spécifié. Voici donc une liste des types de variables que nous pouvons utiliser en C++. Bool, une variable, une valeur parmi les deux possibles, vrai ou faux, true or false. Char, un caractère, int, un nombre entier, un signe de int, un nombre entier positif ou nul, double, un nombre à virgule, string, une chaîne de caractères, c'est-à-dire un mot ou une phrase. Si vous saisissez l'un de ces noms de type dans votre environnement de développement intégré, IDE, vous devriez remarquer que le mot est mis en surbrillance. Cela indique que l'IDE a bien identifié le type, ce qui confirme la véracité de mes propos. Cependant, le cas du type string est différent et nous examinerons plus tard pourquoi. Je peux vous garantir que nous y reviendrons abondamment. Les types de données ont des limites définies, également appelées bornes, ce qui signifie qu'il existe des valeurs qui dépassent la capacité d'un int.
Par exemple, ces bornes sont déterminées par votre matériel informatique, votre système d'exploitation et votre compilateur. Il est important de noter que pour la plupart des utilisations courantes, ces limites sont suffisamment élevées et ne posent donc pas de problème. Cependant, si vous développez des applications pour des appareils mobiles ou des microcontrôleurs, les limites peuvent être plus strictes que celles des ordinateurs classiques. Il existe également d'autres types de données avec des limites différentes, mais ils sont moins fréquemment utilisés. Lorsque vous choisissez le type de variable à utiliser, il est important de réfléchir au contenu que celle-ci va stocker. Par exemple, si vous avez besoin d'une variable pour enregistrer le nombre de personnes utilisant votre programme, vous opterez pour un type int ou un signe de int. Et pour stocker le poids d'un gigot, vous utiliserez plutôt un double, tandis que pour mémoriser le nom de votre meilleur ami, vous choisirez une chaîne de caractères string. Mais à quoi sert le type bool? Je n'en ai jamais entendu parler. Euh, un booléen est un type de variable qui ne peut avoir que deux valeurs. Vrai, true en anglais, ou false, faux en français. Ces variables sont utiles pour enregistrer des informations telles que l'état d'un interrupteur lumineux, l'autorisation d'un utilisateur à utiliser une fonctionnalité particulière ou la validité des mots de passe. Lorsque vous avez besoin de garder une trace du résultat de ce type de question, il est recommandé d'utiliser un booléen. Assez de discours. Passons à l'action et demandons à l'ordinateur de nous allouer un espace de stockage. Techniquement, cela s'appelle la déclaration d'une variable. Nous devons spécifier au système le type de la variable que nous voulons, son nom et enfin éventuellement lui donner une valeur. Pour ce faire, la procédure est simple. Il suffit de suivre les étapes dans l'ordre indiqué par la figure 4.2. Syntaxe d'initiation d'une variable en C++, et on peut aussi utiliser la même syntaxe que dans le langage C. Les deux versions sont totalement équivalentes. Cependant, je recommande l'utilisation de la première pour des raisons qui seront expliquées ultérieurement. Et la deuxième version ne sera pas utilisée dans la suite du cours, mais je l'ai présentée ici afin que vous puissiez comprendre les nombreux exemples que l'on trouve sur le web qui utilisent cette méthode de déclaration des variables. Et n'oublie pas d'inclure le point-virgule à la fin de la ligne. Il est facile d'omettre ce détail, mais le compilateur n'apprécie pas du tout cette omission.